Merci beaucoup d'être là ce soir. On vous reçoit pour Journal d'un corps, votre dernier texte qui est paru en janvier. On vous connaît bien sûr pour la saga des Malocènes, la tribu des Malocènes que vous avez plantée dans le paysage de la littérature française, pour Œil de loup, pour Cameau, pour votre malice et les droits imprescriptibles du lecteur dans Comme un roman. Et ce soir, pour aborder Journal d'un corps, avant de l'introduire, on va procéder à un jeu que vous avez proposé pour ouvrir la soirée. Un jeu de lecture, je vous laisse nous l'expliquer. Le livre, bonjour. Le livre est rigoureusement conforme au titre. C'est-à-dire que c'est le journal d'un corps. C'est le narrateur a tenu le journal de son corps de l'âge de 12 ans à l'âge en 1935, jusqu'à l'âge de 87 ans, en 2010, où il meurt. Et où il tient d'ailleurs le journal de son agonie, comme il a tenu le journal de sa vie entière. Alors, un petit jeu consiste à vous poser la question, quel âge voulez-vous? Est-ce que quelqu'un veut un âge en particulier? 83. 83. Il suffit de demander. 44 sur ma gauche, 83 devant moi, 40. On progresse, alors on commence par 40. Non, c'est pas vrai, vous diminuez, monsieur. Non, mais la progression, c'est une proposition. On commence par 40 et on arrive à 80 ans. Alors, on va commencer par 40. Qu'est-ce qui lui arrive à 40 ans? Qu'est-ce qui lui arrive à 40 ans? 40 ans. Et j'ai entendu 44 aussi, hein? 47. Bon. Alors. 40 ans. 40 ans. 40 ans, 7 mois, 13 jours. Samedi, n'oubliez pas que c'est le journal d'un corps. Ne soyez pas choqués après m'avoir demandé de faire une lecture, quelque âge que ce soit. 40 ans, 7 mois, 13 jours. Samedi, 23 mai 1964. Accompagner les enfants au jardin du Luxembourg cet après-midi. Vue du coin de l'œil, une joueuse de tennis piquait son odeur sous son aisselle. Elle rentrait au vestiaire, sa raquette sous le bras, et hop, ce geste vif de pigeon pour aller voir ce que ça sent sous son aile. Et moi, dans un de ces miraculeux instants d'empathie qui nous font tous membres de la même espèce, je sais exactement ce qu'elle éprouve. L'agrément d'un parfum familier, aussitôt décodé comme odeur à combattre. Jouir de ces sudations, oui, mais sentir, non. Discontraint qu'à peine franchie la porte du vestiaire, elle va tartiner son aisselle d'un quelconque déodorant, d'un déodorant qui la rendra quelconque. Nous nous repaissons en secret des miasmes que nous retenons en public. Ce double jeu vaut aussi pour nos pensées. Et cette duplicité est la grande affaire de notre vie. Rentrez chacun chez nous, ma joueuse de tennis et moi jouirons, chacun de notre côté, d'un de ces longs pets que nous ferons remonter jusqu'à nos narines par la vague que nous savons de vieille science imprimée à nos draps. Voilà, ça c'est... 40 ans, ça aurait pu être un autre âge. 44... 44. 44. 44. Alors, 44. Il se passe pas mal de choses. Ah, ça c'est 44 ans, 9 mois, 24 jours, samedi 3 août 1968. Ce matin, à Marseille, ma première impression d'été. La rapidité avec laquelle je me suis habillé. Deux temps, trois mouvements,
Slip, pantalon, chemise, sandales, c'est l'été. Ce ne sont pas mes vêtements en eux-mêmes, si légers soient-ils, qui m'ont procuré cette sensation de joie estivale. C'est la rapidité avec laquelle j'ai sauté dedans. En hiver, m'habiller me prend un temps de chevalier à l'armure. Chaque partie de mon corps exige la congruence du tissu protecteur. Mes pieds sont tatillons quant à la laine des chaussettes. Mon torse, lui, veut la triple protection du tricot de peau, de la chemise et du pull-over. M'habiller en hiver consiste à trouver l'équilibre entre ma température intérieure et celle des différents dehors, hors du lit, hors de la chambre, hors de la maison. Il s'agit de baigner dans son juste jus de chaleur. Rien de plus désagréable ni de plus répréhensible que d'avoir trop chaud en hiver. Ce harnachement hivernal demande une attention et un temps considérable. Sauter dans ses vêtements est une expression estivale. En hiver, on les met, verbe rudimentaire, on les met et on les porte, car il y a le poids aussi. Bien avant ces vertus calorifuges, c'est le poids de mon manteau qui me protège contre le froid. Du point de vue du temps qu'ils y passent, les toréadors sont les seuls à s'habiller en été comme si c'était l'hiver. Un toréador ne saute jamais dans ses vêtements. Fichu métier. Voilà pour 4 ans. Merci, vous m'avez dit 83. Oui, 83. 55 avant. Alors, 20 ans, c'est mieux, c'est plus jeune. Pardon? 20 ans. À 20 ans. Et 16 ans. Alors, il commence à 12 ans. 20 ans. 20 ans. Oh, 20 ans. Vous allez devant une déconvenue terrible. D'abord, 20 ans, il n'écrit pas. Il n'écrit pas parce qu'il est en résistance. Il est contraint, on est en 43, et il est contraint à faire la résistance. Mais en revanche, à 19 ans, 2 mois et 21 jours, il a la veille dansé avec une jeune fille qui lui plaisait beaucoup et avec laquelle il comptait faire pour la première fois de sa vie l'amour, vraiment. Et ça s'est très mal passé, d'une part parce qu'il danse mal, et d'autre part il était extrêmement maladroit, et il a parlé à cette jeune fille. Il n'a rien trouvé mieux de lui dire qu'à 14 ans, il était champion de ballon prisonnier, parce qu'il avait complètement cassé sa baraque, évidemment. Et donc, il est totalement désespéré. Mais la nuit suivante, donc, après cette danse, 19 ans, 2 mois, 21 jours, jeudi 31 décembre 1942, le fiasco Violaine... Ah non, pardon. Donc, le 29 décembre 1942, pourtant, elle est venue, le soir même. Et ce fut pire que la danse. J'étais dans ma chambre, chez Hervé, tard dans la nuit, maison finalement endormie, assis à cette espèce de petite table échiquier, occupé à écrire le récit pathétique de la danse, quand la porte s'est ouverte dans mon dos, si doucement que je l'ai juste entendu se refermer, ce qui m'a fait me retourner. Et je l'ai vu, dans sa chemise de nuit, un organdi blanc ou un tissu de ce genre, qui laissait une épaule nue à la façon des tuniques grecques. Une fine bretelle nouée sur l'autre épaule, un petit nœud dont les boucles semblaient des ailes de papillon. Elle n'a pas dit un mot, elle ne souriait pas, elle posait sur moi un regard lourd. J'étais tout à fait incapable de parler moi-même, les épaules rondes, les bras longs, pâles, fuselés, les mains pendant le long des cuisses, les pieds nus, le souffle court, les seins hauts, pleins, la chemise de nuit suspendue, la chemise de nuit suspendue à leur pointe, tombant droit, ce qui crée un vide entre la nudité et le tissu. Mes yeux ont cherché le dessin de ses hanches, son ventre, ses cuisses, la forme générale de son corps, mais la petite lampe à côté de moi n'était pas source de transparence. Et il aurait fallu qu'elle fût derrière elle pour dessiner sa silhouette. J'ai d'abord pensé qu'à ça, la mauvaise position de la lampe qui rendait mate cette promesse de transparence.
Mais c'était différent si la lampe avait été placée derrière elle. Nous étions tous les deux immobiles. Bon, je vous en passe parce que c'est assez long. J'ai vu son bras gauche remonter le long de sa poitrine, ses doigts se déplier en arrivant au niveau de son épaule, son pouce et son index saisirent l'extrémité de la petite bretelle qu'elle a tirée doucement, défaisant ainsi le nœud, et la chemise est tombée à ses pieds, de tout le poids du tissu, dévoilant son corps nu. Et je ne pense pas que je verrai jamais plus joli corps de femme. Livré soudain, dans la lumière dorée de cette lampe, mon Dieu, quelle beauté, me suis-je répété. Si la lumière s'était éteinte pour toujours, je serais mort avec le souvenir de cette beauté. Je crois bien avoir failli crier, sans pourtant me lever, absolument paralysé par la surprise et le ravissement. Quelle beauté, quelle perfection. Et je crois avoir éprouvé un sentiment de gratitude. Personne, jamais, ne m'avait fait pareil cadeau. J'ai pensé cela aussi, mais sans bouger d'un pouce. C'est elle qui a bougé. Elle est allée s'allonger sur le lit. Elle ne m'a pas fait signe de venir. Elle ne m'a pas tendu les bras. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas souri. Elle attendait que je vienne. Ce que j'ai fait, finalement, venir à elle. Et je me suis tenu debout à son chevet. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Il faut que tu te déshabilles, me suis-je dit. C'est ton tour. Ce que j'ai fait, maladroitement, discrètement, sans aucune générosité, en lui tournant le dos, en m'asseyant sur le bord du lit, en me cachant plus qu'en me livrant. Et quand ce fut fait, je me suis glissé à côté d'elle, et rien ne s'est passé. Je ne l'ai ni caressée, ni embrassée, parce que en moi, quelque chose était mort, ou ne voulait pas naître, ce qui revient absolument au même. Parce que mon cœur envoyait mon sang partout, sauf là où il était attendu. Mon sang incendiait mes joues, giclait sur les parois de mon crâne, cognait, raffolait à mes tempes, mais pas une goutte entre mes jambes. Rien entre mes jambes. Je ne me disais même pas, tu ne bandes pas. Je ne sentais rien entre mes jambes. Je ne songeais qu'à cela, cette inexistence entre mes jambes. Il faut dire qu'elle ne m'a pas beaucoup aidé. Pas un mot, elle non plus. Pas un mouvement. Jusqu'à ce qu'elle se lève, soudainement, et que j'entende la porte se refermer derrière elle. Voilà 20 ans, vous voyez son... Peut-être avant un prochain extrait, me permettrait de vous poser une question. Il y a un avertissement au début du livre qui explique que c'est un journal qui n'est pas fait au jour le jour, mais à la surprise. Que l'histoire d'un corps, c'est censé être, c'est sans cesse des découvertes de surprise en surprise. Et quand on essaye de les deviner, il arrive des choses étonnantes. Vous parlez de la tante Noémie. Craignant la cécité, elle s'entraînait à marcher les yeux fermés. Quand elle devint aveugle, elle ne pouvait plus marcher. Oui, il ne faut pas spéculer. Il ne faut absolument pas spéculer sur notre avenir, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas se préparer. En règle générale, il ne faut pas se préparer, on risque de graves désillusions. Et c'est vrai que la tante Noémie s'entraînait à marcher les yeux fermés, la pauvrette. Parce qu'elle pensait qu'elle deviendrait aveugle. Mais pas du tout, elle est devenue paralytique. Et pourtant, par contre, ce que vous racontez, c'est quand les acouphènes... Quand le héros raconte la découverte de ses acouphènes, il va voir un spécialiste, il va consulter, comme on dit dans le métier, et on lui explique que c'est la surprise qui vous affecte le plus, la nouveauté de ces acouphènes et la crainte de leur permanence vous terrorise, mais, conclut-elle, personne ne vit dans un état de surprise permanente. Et oui, quand on a bon, qui a des acouphènes dans la salle? Combien sommes-nous à être atteints de ce mal absolument terrifiant quand il se déclare?
L'acouphène, ça consiste, c'est un son permanent qu'on a dans la tête et qui ne s'arrête plus les 3 quarts du temps. Évidemment, au début, on se dit, attends, je ne vais pas vivre comme ça, comme une existence de baffle branchée à une radio qu'on ne peut pas éteindre. Tout le reste de ma vie, c'est absolument impossible, je vais devenir cinglé, etc. Et le narrateur va voir un ORL qui lui dit, mais oui, monsieur, vous avez un acouphène et 50% ne guérissent jamais, et parmi ceux qui ne guérissent pas, 50% des patients se suicident. C'est 500 francs, allez voir ma secrétaire. Et alors, bon, évidemment, il rentre chez lui mort de trouille, bien qu'il ne soit pas hypocondriaque. Il a une telle pétoche que sa femme finit par lui demander de consulter. Et vous savez que dans nos milieux de lecteurs, consulter ne désigne qu'un type de toubib, c'est le psychiatre, le psychanalyste. Et alors il y va, et là, le psychiatre qu'il voit lui dit d'abord, non, écoutez, le cas extrêmement grave, c'est celui de l'ORL. C'est lui qui devrait venir me consulter très vite parce que ce type doit être profondément déprimé pour condamner tous ses patients à mort. Elle ajoute, et d'autre part, si 50% des acouphéniques irréductibles se suicidaient, ce serait la première cause de mortalité en France, parce qu'à passer un certain âge, tout le monde, enfin un grand nombre de personnes ont des acouphènes. Et ensuite, elle lui dit ceci, que tous les patients devraient entendre, qui est très intéressant, très juste. Elle dit, non, vous avez la trouille parce que vous êtes sous l'effet d'une surprise. Ces acouphènes, vous ne vous y attendiez pas, ça vous fout une trouille bleue, bien entendu. Parce que vous vous dites, je ne veux pas entendre ce son toute ma vie. Mais, dit-elle au patient, c'est sous-estimer votre cerveau. Car votre cerveau, lui, au bout d'un certain temps, en aura marre, classera cet acouphène dans la catégorie silence, et vous ne l'entendrez plus, sauf quand vous y songerez. Si vous y pensez, évidemment, si vous le convoquez, il arrive. Autrement, vous n'y pensez. Et c'est vrai pour un très grand nombre de maladies, des petits maux qui accompagnent le vieillissement. La vie, le cerveau a ce secret de nous faire admettre des tas de petits inconvénients du vieillissement qui nous fait tous durer très longtemps, avec un plaisir réel de durer. Vous dites la trouille, la peur, c'est ce qui est à l'origine de ce journal d'un corps, parce que le narrateur à 12 ans vit une scène qui restera marquée. Oui, il y a un trauma de base, un traumatisme de base assez violent, au terme duquel, qui est la cause de l'écriture de ce journal, lequel commence par « je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus jamais peur ». Et en écrivant le journal, d'ailleurs, je me suis aperçu que la peur était un thème récurrent dans mon travail. Je crois que la peur aura été la grande passion de ma vie. Ne serait-ce que dans ma vie de prof, je crois que mon premier souci dans ma vie de professeur aura été de guérir la peur chez les enfants ou les adolescents, cette peur qui clôt les portes et qui les empêche tout simplement d'apprendre, d'assimiler, de répondre aux questions qu'on va leur poser, etc. La peur totalement inhibante. Et comme les enfants les adolescents qui sont inhibés par la peur finissent par fabriquer des personnalités de substitution pour prouver qu'ils n'ont pas peur, ils transitent par la violence physique, etc. Moi, je dois dire que je me suis fait une spécialité, en tant que professeur, de calmer cette peur originelle. Et après, je me suis aperçu que dans les livres que j'écrivais, elle était là aussi. C'est-à-dire que, comme un roman, au fond, est un essai sur la peur, parce que c'est un essai sur la peur de lire. Les enfants ont peur de lire. Chagrin d'école est un essai sur la peur qui a, par exemple, été la mienne dans une scolarité désastreuse. Moi, j'ai passé mon bac à 20 ans révolus, parce que j'étais totalement terrorisé par la confrontation scolaire permanente, le questionnement des adultes, qu'ils soient professeurs ou qu'ils soient ma famille, me terrorisait absolument. Et donc, je m'aperçois qu'avec ce livre-là, il y a un troisième bouquin, au fond, sur la peur. Il faudra que j'aille consulter. Et après la peur, il y a quand même beaucoup le plaisir. Quand on lit ces pages
sur la jouissance, sur les relations. Ah oui, parce qu'il y a quand même un moment où ça se met à marcher. Je vous ai lu le fiasco. C'est devine le bon âge. Il faut savoir quand ça arrive. Vous parliez comme un roman justement de la découverte du plaisir de la lecture. Et il y avait une citation qui était très belle, qui croisait entre le plaisir de la lecture et le plaisir de l'écriture. Vous parliez aux enfants qui lisent en leur disant « comptez le nombre de pages que vous lisez, comptez vos pages, les enfants, comptez, les romanciers en font autant. Il faut les voir quand ils atteignent la page 100. C'est le caporne du romancier, la page 100. Il y débouche une petite bouteille intérieure, danse une discrète gigue, s'ébroue comme un cheval de labour et, allons-y, replonge dans son encrier pour s'attaquer à la page 101. » C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un plaisir physique de l'écriture aussi? Quand ça marche, oui. C'est-à-dire que le plaisir de l'écriture, c'est un plaisir d'immersion. On s'immerge dans la langue. Moi, j'ai le sentiment que le français, la langue française, est un élément. Un élément, c'est mon élément naturel. C'est un élément comme l'eau, la terre. C'est un élément. Alors cette immersion, l'image, c'est la baleine, quoi. Je plonge dans la langue, j'ouvre une gueule gigantesque, j'avale mon plancton qui est lexical, ce sont des mots. Le plancton s'associe, s'agrège en bribes de phrases, en groupes de mots, en paragraphes, etc. Dans le meilleur des cas, et ça c'est absolument délicieux. Malheureusement, il faut remonter et respirer de temps en temps. Ce qui vous attend à l'extérieur, pas toujours aussi jouissif. Mais bon, ça fait partie, c'est le reste de la vie. Et c'est vrai que... Et alors, comme par ailleurs, je suis abonné au doute, et que je n'ai pas du tout confiance en moi quand j'écris, je vois que ça n'avance pas, je peste contre ma lenteur, contre ce système. Et c'est vrai que le passage de la page 100, symboliquement, il y a quelque chose. Je fête une petite victoire quand j'ai passé la page 100. Même si le bouquin va finir par faire 600 ou 700 pages. La question n'est pas là. La page 100 est importante. Avant peut-être une dernière lecture, est-ce que vous pouvez nous dire si s'attaquer à un sujet comme le corps est encore, difficile? Dans l'avertissement, le narrateur, quand il a 80 ans, dit à sa fille « Je crois que nous sommes encore à une époque où le silence qui entoure le corps est aussi présent que quand moi j'étais tout jeune ». Comment on trouve une liberté de ton comme celle que vous avez trouvée pour parler sans dégoût, sans rejet, avec légèreté mais gravité de ce sujet-là? En traitant ce sujet, qui est en même temps votre objet. L'intérêt là-dedans, c'est que je suis à la fois le sujet et l'objet, parce qu'évidemment beaucoup d'observations personnelles. Alors ça limite le besoin de documentation, ce qui est très pratique. Et on écrit en effet sur du silence. Le silence qui est imposé au corps ordinaire dans nos sociétés. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se demander depuis quand. C'était pas le cas évidemment avec Rabelais, c'était pas le cas plus là. C'est ni le cas ni de la Renaissance, ni du XVIIe, ni du XVIIIe. Rousseau parle beaucoup de son corps, les encyclopédistes parlent beaucoup du corps. Et on a l'impression que ce silence, cette espèce de fausse pudeur sur, en particulier, les échanges intérieurs-extérieurs de notre corps et de ce qui l'entoure, sont assez récents. Ça date, je sais pas, intuitivement, je classerais ça à peu près en 1830, quoi. La bourgeoisie s'installe, la bourgeoisie reconstructive s'installe pour... il s'agissait de reconstruire l'Europe, c'est-à-dire de payer la vaisselle qu'avait cassé Napoléon, et de réagir aussi, les parents, à la vague du romantisme où les gosses s'exposent physiquement. Et là, tout d'un coup, chape de silence, qui va d'ailleurs engendrer une littérature très intéressante par réaction. Donc je me suis dit que ça datait de là, cette espèce de pudeur bourgeoise sur le corps. Mais ça n'a rien de scientifique, hein, ce que je raconte, c'est une intuition. Alors, est-ce que je peux vous donner un âge, moi aussi, pour une lecture d'extrait?
faut que je retrouve. J'ai entendu 74 tout à l'heure. Quelqu'un me dit 84, mais ça fait rien. 84. 84, il est en plein deuil. Ouais, il a perdu son petit-fils, qu'il adorait, et il l'a perdu à 79 ans. Et là, il y a 7 ans de silence total. Il se fout éperdument des manifestations de son corps, il n'écrit plus rien. Et il reprend le journal à 86 ou 7 l'année de sa mort. Mais si 74 ne vous... Je ferai un effort. 327. Non, il y a quelque chose, il y a 73 qui est assez rigolo. Toujours d'ailleurs, c'est parce qu'on comme ça, Nathalie a fait ça, une allusion à sa sexualité. Là, on arrive à la fin de la sexualité. Il est de bonne composition. 73 ans, 7 mois, 10 jours, mardi 20 mai 1997. Rencontre violente avec un réverbère ce matin. Je me promenais du côté de la Sorbonne, soleil radieux. Sur le trottoir d'en face, un groupe d'étudiantes souhaitait le bonjour au printemps. Elles étaient venues avec leurs seins, qui menaient une vie libre sous leurs chemisiers aérés, et même, pour l'une d'elles, s'épanouissait dans les chancrures d'un Marcel. Oh, le joli camionneur. Tout en marchant, je les regardais, ravi de n'être plus en état d'en désirer aucune. Émerveillement pur en quelque sorte. Le réverbère n'en a tenu aucun compte. Il m'a séché aussi brutalement que si j'avais été un vieux dégueulasse obnubilé par sa proie. J'en suis tombé à la renverse, presque évanoui. Elles sont venues à mon secours. On m'a relevé, on m'a assis à la terrasse d'un café. Le réverbère sonnait encore dans mon crâne. Je saignais, on a voulu appeler une ambulance, j'ai décliné, on est allé acheter des désinfectants et sparadrap dans une pharmacie voisine. J'ai pu contempler tout mon sou, les seins de celles qui, penchées sur moi, me pensaient. Pas d'ambulance, vraiment? Non, non. Elles ont appelé un taxi qui n'a pas voulu me charger à cause du sang sur ma chemise. J'ai téléphoné à Mona, commandé un cognac, en attendant son arrivée, plus une menthe à l'eau et 2 cafés pour remercier les petites. Ça ira? Vous êtes sûr que ça ira? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un coup de réverbère après tout. Rire poli, elles sont parties assez vite. Nous n'avions absolument rien à nous dire. De quoi aurions-nous pu parler? Du réverbère? De leurs études? Elles ne devaient pas en avoir plus envie que ça. Du suicide de Romain Gary, l'impuissance venue? Ou du soulagement de Buñuel, au contraire, quand il se sentit enfin libéré de sa libido? Les petites retournées à la fac, j'ai commandé un second cognac, en l'honneur de Buñuel, justement. Si le diable lui avait proposé une nouvelle vie sexuelle, disait-il, il l'aurait refusé, en lui demandant plutôt de fortifier son foie et ses poumons pour boire et fumer tout son sou. Voilà. Et quand même, pour vos 84 ans, parce que je sens que vous êtes... Je sens ça, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes une grand-mère indigne. Et alors, je vais vous lire un passage d'arrière-grand-père indigne. Voilà. 86 ans, 9 mois, 29 jours. Ça va? Ça va. C'est dans les... On va faire un effort. Dimanche 8 août 2010. Grosse affaire. Le jeune Fabien, 7 ou 8 ans, grand copain de Louis et Stéphano, c'est ses arrière-petits-enfants, a pété à la messe. Pendant le silence de l'élévation qui brisait. Les enfants en sont tout chamboulés. Je les ai surpris en plein débat, requis par la préoccupation numéro 1 de l'enfance, trouver une corrélation entre les causes produites par leur petit monde et leurs conséquences sur la galaxie adulte. Évidemment, Fabien n'aurait pas dû.
entre guillemets, c'est les gosses qui parlent. Cette émanation du corps, là où souffle l'Esprit Saint, ça ne se fait pas. Mais Fabien ne l'a pas fait exprès. Son père a eu tort de le gronder devant tout le monde. Et la punition qu'il lui a infligée est dégueulasse. Le pauvre Fabien est consigné chez lui tout ce dimanche après-midi, alors qu'il était invité à l'anniversaire de Louis. Au demeurant, le père de Fabien est un jeune crétin qui pratique avec un enthousiasme glacial une religion aussi irraisonnée que les monothéismes. Son enfant est translucide comme une scolopendre élevée en sacristie. C'est un miracle s'il pète. Comme il me voyait les écouter, Louis et Stéphano m'ont demandé mon avis sur la question des paix, en qualité d'arrière-grand-père omniscient. Pas facile à donner quand on est soi-même empêtré depuis des années dans cette problématique. Je suis pourtant allé résolument. Je leur ai dit qu'il était dangereux pour la santé de retenir nos paix. Pourquoi? Et parce que si nous laissons notre corps se remplir de gaz, les enfants, nous nous envolons. Comme des montgolfières. Voilà pourquoi. On s'envole? Eh oui, on s'envole. Et une fois en l'air, si on a le malheur de péter, et ça arrive toujours parce qu'on ne peut pas retenir ses paix indéfiniment, on se dégonfle. Et on s'écrase sur les rochers. Comme les dinosaures. Ah bon? C'est comme ça qu'ils sont morts, les dinosaures? Eh oui! On leur avait tellement dit que c'était mal poli de péter, qu'ils se sont retenus. Ils sont gonflés, et bien sûr, ils ont fini par s'envoler. Et quand ils ont été forcés de péter, les pauvres, ben, ils se sont dégonflés. Et ils se sont écrasés sur les rochers. Jusqu'au dernier. Les rochers ont beaucoup impressionné. Voilà. Je suis sûr que vous leur avez raconté ça. Peut-être pas tout à fait. J'aurais parlé des dinosaures, ça c'est sûr, mais pas de cette manière-là. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions avant qu'on passe aux dédicaces? Il y a toujours un moment délicieux entre cette question et la première. Oui. Est-ce que vous allez poursuivre la tribu des Malocènes? Est-ce que vous allez poursuivre la tribu des Malocènes? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas anticiper. Mais bon, j'ai rêvé une nuit d'un début, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'ai rêvé d'un début de Malocène. Et comme c'était la nuit que j'étais tout seul avec moi-même dans ma propre tête, en plus de ça, j'ai eu la faiblesse d'en être content. Je rigolais. Et ça ne veut rien dire, les rêves, la nuit. On se dit, ah là là, c'est génial, qu'est-ce que c'est drôle, etc. On prend 2 ou 3 notes, et vous savez, c'est l'histoire d'Hitchcock. Hitchcock rêvant d'un sujet sublime, sublimissime. Il prend, se réveille comme ça, il a un petit carnet, et il note sur son carnet le sujet sublimissime, et il s'endort. Et le lendemain, il ouvre les yeux, il prend son carnet, là, le souvenir de ce rêve, et il lit sur le carnet ce qu'il a écrit, et il a écrit « Boy meets girl ». Fin de la première question. Il y a la distance. Vous avez eu la bonté de me demander de choisir un âge, mais celui que vous choisiriez vous, ce serait lequel? Je ne sais pas, parce que comme je les ai tous parcourus, César, écoutez, la façon dont lui les envisage en a fait pour moi, mais pour moi seul, hein, un compagnon d'écriture assez agréable. J'étais content de le fréquenter. J'ai fréquenté pendant 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble tous les deux. Et peut-être il y a des questions d'exactitude, il y a des choses qu'il décrit de façon très précise, très exacte. Et c'est pas tellement l'âge, c'est l'exactitude. Vous savez, encore une fois, ce sont des mots. Là, vous interrogez le romancier, mais le romancier n'est pas lecteur.
il est celui qui a plongé dans son élément naturel. Alors il y a des passages qui évidemment, littérairement, me plaisent davantage, ou des descriptions dont je sais très bien où je suis allé chercher tel mot, telle cadence. C'est plutôt ça, ce serait plus des passages comme ça. Autrement, évidemment, la rencontre avec sa femme, par exemple, même si ça me rappelle de bons souvenirs, ou son dépucelage, par exemple, très intéressant. C'est très gai. Par exemple, il y a un passage que j'aime bien, il a une quarantaine d'années, il a une nounou qu'il adorait, et qui est morte. Ce qui lui a foutu un coup terrible, mais vraiment pour le reste de ses jours. Il y a des gens qui nous manquent tout le temps. Et un jour, il est sur la plage, et la plage de Cagnes-sur-Mer, c'est des galets. Et il n'arrive pas à marcher sur les galets. Et il décrit ensuite, le soir, cette espèce d'attitude que nous prenons pour faire comme si de rien n'était, alors que les plantes de nos pieds souffrent atrocement de notre incapacité à corriger, etc. Et quand il est dans cette position-là, il se sent habité, entièrement habité par cette nounou morte, plus de 30 ans plus tôt, parce que quand il allait à la pêche avec elle, il s'amusait toujours à tirer le strapontin, parce qu'elle ne pouvait pas marcher pieds nus sur les cailloux, et elle l'engueulait, bien sûr. Et il est habité, tout d'un coup, il est, comment dire, possédé, occupé, investi, non pas par un souvenir, mais par une attitude physique qui ressuscite l'autre. Et c'est le récit de cette résurrection, vous verrez, vous êtes encore jeune, mais on l'éprouve quand on a à la fois le bonheur et le malheur de survivre à des gens qu'on a adorés. De temps en temps, on est... je ne sais pas comment dire, c'est évidemment pas une possession, puisque je ne crois pas à ce genre de choses. Mais les habitus des gens nous reviennent. On fait un geste qui était exactement le sien. Et on est bouleversé pendant peut-être une demi-seconde. Mais c'est ces passages-là que j'aimerais bien. Et ça, c'est tous les âges, à partir du moment où on a perdu quelqu'un qui nous tenait à cœur. C'est-à-dire qui nous tenait à corps. Parce que les gens qui le vrai deuil, on croit qu'on va pouvoir compenser par la mémoire. Ah, je me rappelle, il disait ceci, quand nous sommes allés à tel endroit, nous avons fait ceci. Et en réalité, la mémoire est très insuffisante et le souvenir ne comble pas. Parce que les aimés que nous avons perdus, nous manquent physiquement. C'est leur corps qui nous manque, bizarrement. C'est ce que leur corps remplissait dans l'espace et qui n'est plus là. Je pense souvent à ça. Et une lecture que je vous conseille, parce que ça a été la dernière lecture bouleversante que j'ai faite, c'est le livre de l'intranquillité de Pessoa, qui est chez Belfond, c'est Bourgois. Ah oui, c'est chez Bourgois, le livre de l'intranquillité de Pessoa. À un moment donné, il décrit ce phénomène. Le livre de l'intranquillité de Pessoa est à lire absolument parce que c'est un livre tout à fait révolutionnaire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le livre sur le non-désir radical. Le non-désir absolu. Il en fait 800 pages, qui sont d'une intelligence. En plus, ça, c'est admirablement traduit, magnifique. Et là, vous verrez des choses qui, sur ce genre de terrain, sont sublimes. À un moment donné, par exemple, et ça enfin, si je me mets à parler littérature, à un moment donné, Soares, qui est le narrateur du livre de l'intranquillité, c'est Bartleby, c'est un scribe, c'est un comptable dans une entreprise où il ne fait qu'aligner les chiffres. Évidemment, il s'emmerde de sa vie, mais il s'en fiche complètement parce qu'il n'a pas de désir particulier. Cette vie lui suffit. Et à un moment donné, il décrit
il passe là des années et des années. Et un jour donné, à un moment donné, le garçon de l'étage s'en va à la retraite. Un monsieur qu'il a vu vieillir avec lui, auquel il n'attachait rigoureusement aucun intérêt, aucune importance, il s'en foutait complètement, il n'avait aucune relation affective avec lui. Et brusquement, que cet être humain qui constituait son paysage disparaisse, le met dans un état d'amoindrissement qui le bouleverse. Et il y a une page mais magnifique, magnifique. Ça s'appelle, il y a un leitmotiv, le garçon de salle est parti. Et il décrit ce qu'il a perdu à la disparition de cet être qui ne lui était rien. Donc ça, c'est à lire, c'est absolument magnifique. Le livre de la tranquillité de Pessoa. C'était le dernier cours de littérature du père Pénac. Quand est-ce que vous remontez sur scène? Pardon? Quand remontez-vous sur scène? Si j'ai une autre lecture à faire, je crois que je ne ferai que des lectures. Alors j'aimerais, il y a des lectures que j'aimerais lire, La légende du grand inquisiteur de Dostoïevski par exemple, j'aimerais bien lire ça. Ou peut-être Pessoa, parce que c'est tellement beau, c'est magnifique. Hein. Mais ça, vous savez, c'est pas des spectacles qui attirent la foule, hein. La légende du grand inquisiteur. Déjà le Bartleby, c'était pas non plus... On va peut-être s'arrêter là pour que vous ayez le plaisir d'avoir du temps avec M. Pénac. Une dernière question. Alors voilà, est-ce que vous auriez pu écrire le journal du corps d'une femme? Réponse non, bien sûr. Mais en quatrième de couverture, il dit ceci, il dit « Si je devais rendre ce journal public, je le destinerais d'abord aux femmes. En retour, j'aimerais lire le journal qu'une femme aurait tenu de son corps, histoire de lever un coin du mystère. En quoi consiste le mystère? En ceci, par exemple, qu'un homme ignore tout de ce que ressent une femme quant au volume et au poids de ses seins, et que les femmes ne savent rien de ce que ressentent les hommes quant à l'encombrement de leur sexe. » Voilà, c'est élémentaire, mais si on développe, ça devient complexe. Et alors, vous aimeriez lire le journal d'un corps de quelle romancière vivante Annie Ernaux a beaucoup travaillé dans ce domaine. Il se trompe, il n'est pas très cultivé en matière de féminisme, parce que s'il avait lu toute la littérature entre les années 70 et les années 85-90, il en aurait eu des chroniques du corps féminin. Mais le fait est que le journal au quotidien qu'une femme tiendrait de son corps, à ma connaissance, ça n'existe pas. Je ne crois pas que ça existe. Oui. Parce que c'est un sujet évident. Comment l'idée m'est venue de parler du corps, hein. D'abord, ce n'est pas la première fois que je le traite non plus. Dans Monsieur Malocène, on insiste, il y a un type réalisateur qui fait un film unique, ce qu'il appelle le film unique. Et ce film unique consiste à mettre un enfant au monde pour filmer toute sa vie. Ce qui en soi est un projet assez louche, puisque ça suppose que le père mourra après l'enfant. Donc, et j'avais, donc, vous voyez, déjà ça me travaillait, cette histoire de l'évolution du corps. Je l'ai fait aussi une première fois en 79, 80, et c'était très très mauvais. C'était très mauvais, j'ai brûlé, j'avais 300 pages, je les ai fichues en l'air. Et donc, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je mûrisse moi-même, quoi, que je laisse le sujet se développer en lui-même. Parce que c'est ça, l'intérêt de ce travail, c'est que l'objet est le sujet. Et c'est vrai que, du coup, évidemment, c'est complexe à construire, mais c'est relativement simple à faire. Mais est-ce que c'est alors ce n'est pas un personnage imaginaire? C'est un personnage imaginaire qui est nourri de quantité d'observations faites sur moi-même, mais aussi sur
les gens que j'ai vus mourir, ceux que j'ai vus naître et qui grandissent par exemple en ce moment dans la cour de chez moi. J'habite à un endroit d'une fertilité inouïe, un gosse de mes parents, ça fait 15 ans que j'y suis, je les vois grandir. Et donc il y a tous ces corps-là aussi, on voit. Il y a aussi les corps communs. Il est très sensible au fait qu'il est une cellule, qu'il se sent assez fréquemment cellule d'un corps commun. Quand il est gosse et qu'il est pensionnaire, il se sent cellule du corps commun que constitue le dortoir, par exemple. Ou un jour ici, à Paris, dans un autobus, plus exactement le 26, qui va de la gare Saint-Lazare à la Nation en passant par la rue des Pyrénées, il vit une aventure où il se sent un élément d'un corps commun. Une aventure assez rigolote. Donc il y a de tout. Et puis il y a aussi des choses imaginées, bien sûr. La dernière question. Bien fort. Et les corps de la littérature, alors, enfin, je ne sais pas quel est exactement le sens de votre question. Oui, à un moment donné, par exemple, il fait une allusion parce qu'il fait une allusion à la Merteuil. Et il fait une allusion à la petite vérole de la Merteuil en fin de parcours quand Laclos dit « on voyait son âme sur son visage ». Et il dit ça parce qu'il parle de l'idéologie psychosomatique. Je ne nie pas les effets psychosomatiques, les rapports entre le corps, la psychologie et les différentes pathologies. Ça va de soi. Mais le discours psychosomatique recèle une idéologie que je sens toujours en filigrane et qui m'énerve un peu. Qui est, je dirais, néo-moralo-culpabilisante. On attribue des maladies à des traits de caractère. Le cancer de l'intempérant, l'Alzheimer du misanthrope. Non seulement tu es malade, mais c'est de ta faute, imbécile. Si tu avais été plus... Et à cette occasion, il dit, c'est hérité de cette manie de vouloir désigner le coupable dans l'homme qui agit, mais pour mieux célébrer l'innocent qui serait le corps. Le corps serait innocent. Le corps n'est ni innocent ni coupable. Le corps est un ensemble de cellules qui vit un programme lequel a été conçu pour merder. Et c'est comme ça que ça marche. Alors ça dure plus ou moins longtemps. Les médecins s'acharnent à réparer ce programme. Ils ont d'ailleurs un mérite inouï parce qu'ils n'y croient pas. Donc le discours psychosomatique là-dessus. Et alors, en ce moment, on nourrit des espoirs inouïs sur des tas d'éléments scientifiques qui pourraient, via la génétique, nous faire vivre 200 ou 300 ans, voire 400, voire 2000. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on pose ce genre de problème, on pose un faux problème. La question de la durée n'est pas quantitative, c'est simplement le sentiment qu'on en a. Si je vivais 3000 ans, arrivé à ma 2999e année, j'aurais également le sentiment que c'est passé comme ça. Et je vais vous laisser là-dessus une petite nouvelle de Kafka. J'apprenais quand j'étais professeur, oh, Pénac, on aimerait l'avoir eu comme prof. Je faisais apprendre toutes les semaines ouvrables de l'année un texte à mes élèves, toutes les semaines, et ils étaient censés pouvoir le réciter toute l'année. Tous les textes, 30 textes, toute l'année. Comment vous appelez-vous? Sarah, le 14. Parce que c'est numéroté en plus. Le 1A. Et un de ces textes disait ceci, sur la durée. C'est un texte de Kafka qui s'intitule « Le plus proche village ». Il disait ceci, et je disais aux élèves, apprenez ça, vous commencerez à le comprendre vers votre 75e année. Vous avez confiance? Oui, monsieur. Alors apprenez. Et le texte était le suivant. C'était
Mon grand-père avait coutume de dire « La vie est étonnamment brève ». Dans mon souvenir, elle se ramasse en un instant si serré que je comprends à peine qu'un jeune homme puisse monter à cheval pour se rendre au plus proche village sans craindre que une existence entière et se déroulant sans heurts suffise et de bien loin pour cette simple promenade. Voilà. C'est magnifique. Au revoir. Merci.